voilà notre thème, notre dernier thème du jour, qui est un thème qui anime pas mal de gens ici, en fait, en termes d'intérêt, qui est sur l'agriculture et l'agroalimentaire, les besoins, les opportunités dans les régions sénégalaises, puisque je pense que l'agriculture, on l'a fait quand même globalement plutôt en région qu'à Dakar même, bien qu'il y ait des projets qui soient différents d'ailleurs en agriculture verticale. Donc l'idée c'était un peu de faire un tour d'horizon. Un tour d'horizon qui nous permettra de nous emmener. D'abord, je remercie le conseiller technique du ministre de l'Agriculture, Monsieur Boubacar Dramé, d'être venu. Je sais que en ce moment, il y a beaucoup de choses sur l'agriculture avec le ministre et aussi assez occupé. Donc, c'est gentil de vous être déplacé. Alors, je vous présente. Si, je vous présente parce qu'il n'a pas encore parlé. Euh, donc, Bertrand Barré, qui est du groupe Zebra et qui est un agitateur, inventeur, inventif, et qui est porteur du projet Neo Farming aussi de son côté. Farming. Père Espoli, je ne vais pas vous le représenter parce qu'il vient de parler, mais ça, de pro parco, je le présente quand même. Gilles, qui est le directeur des PME du Sénégal, coordinateur des projets des agropoles, et qui nous parlera de ce projet qui est assez différent, je pense, qui est structuré autour des agropoles. Et de l'autre côté de la vitre, si on peut dire, ou de la planète, parce qu'elle est en Suisse, parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer physiquement. Il y aura aussi Joséphine Favre, qui est la présidente de l'association African Vertical Association for Vertical Farming. Sorry. Donc je pense qu'elle nous dira un peu ce qu'elle en pense. Et Monsieur le Président de la région de Podorf voulait intervenir aussi sur le sujet, mais il aime bien intervenir de sa place et ne veut pas forcément être sur les panels, Monsieur Doudia, mais ça fait rien, je vous donnerai la parole quand même pour que vous parliez des projets agricoles ou d'agriculture qu'il peut y avoir aussi dans votre région. Monsieur Dramé, on va commencer par vous, si vous voulez bien, pour qu'on se broche un petit peu la stratégie du Sénégal au niveau agricole, puisque c'est un pays très agricole, en fait, le Sénégal. Il y a beaucoup d'agriculteurs ou de paysans. Je ne sais pas comment on dit ici chez vous. Et je ne sais pas si vous faites la différence, d'ailleurs, entre les deux. Et alors, quelles sont vos ambitions? Nourrir le Sénégal, je pense, est une ambition louable. Mais comment voyez-vous les choses et comment voulez-vous faire? Merci, Monsieur Marc. Donc, on salue le public qui est là. Je crois que ma voix passe bien. Sans ça, je vous donne un micro. Bon, ça va, je crois que c'est bon. Merci. Donc, bonjour au public présentiel et ceux qui sont en ligne, puisque nous sommes à l'ère digitale, comme on dit. Voilà. Donc, je crois que par rapport à ta question, comme vous l'avez dit, comment on parle des agriculteurs au Sénégal, quel nom on les donne? Pour ce qu'il faut retenir d'abord, il y a quelqu'un qui le disait ce matin, je crois que c'est M. Dia, le chef de Podor, conseil départemental, le potentiel de la jeunesse. Maintenant, ce qu'il faut retenir, actuellement, il y a une nouvelle donne. Ah. Avant, on parlait de cultivateur. Le terme a évolué, il devient producteur. Mais maintenant, ça évolue, on parle surtout d'agripreneur au Sénégal. Je m'explique, oui. Ce n'est plus ces aspects de petits producteurs ou bien de cultivateurs. Pourquoi agripreneur? Parce que dans cet agripreneur, il faut comprendre qu'il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a la diaspora, il y a même des start-up. Donc, ça veut dire que la typologie a complètement évolué. Tu peux voir quelqu'un qui fait une formation en management et qui se lance dans l'agriculture. Est-ce que c'est le même paysan de Fongolémi ou bien de Makakoulibantan? Ce n'est pas la même chose. Donc, le terme de profil a complètement changé au Sénégal. Maintenant, si ce profil change, c'est-à-dire si cette donne change, il faut des réponses fortes. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement du Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent,
qui est le référentiel unique, cette politique elle est basée surtout sur deux aspects que souvent les gens occultent. L'équité territoriale et sociale. Au niveau du ministère de l'Agriculture aussi, nous sommes certes dans un projet budget-programme qui est un budget qui est une formulation de l'UEMOA que nous respectons. Et à travers ça, toute notre politique de souveraineté alimentaire se base dans ce budget-programme qui est axé aux résultats. Et dans ce budget-programme, il est accompagné souvent de projets qui se font au niveau de l'intérieur du pays. C'est là-bas qu'on va voir cet aspect d'équité sociale et territoriale. Tous les projets et programmes qui se trouvent au niveau du ministère de l'Agriculture, ils suivent cette logique. Quand vous allez voir au niveau de la zone de Tambacounda, de Kolda et de la Basse-Casamance, nous avons un projet qui promeut l'entrepreneuriat dans un milieu rural à travers le PADER. Le PADER, c'est un programme d'appui au développement de l'entrepreneuriat rural qui est financé par les FIDA et d'autres bailleurs de fonds. Si vous allez au niveau de la zone des Niayes, la plupart des Sénégalais qui sont là, ils savent que c'est une zone où on fait 80% de la production horticole, qui est une des filières à haute valeur ajoutée que le gouvernement a fait comme priorité. Donc, au niveau de la zone des Niayes, en respectant cette équité territoriale et sociale, nous avons un programme aussi qui promeut l'entrepreneuriat au niveau de la zone des Niayes à travers un programme qu'on appelle Paysan. Si vous partez au niveau de la zone centre, il y a aussi d'autres programmes qui sont là-bas, comme le Proval CV ou bien AgriJeunes, qui est aussi financé par le FIDA. Tous ces programmes que vous voyez, ils sont en train de faire l'entrepreneuriat des jeunes et des agripreneurs. Donc pour vous, c'est... Excusez-moi, je vous coupe. Oui. Bien coupé, les gens. C'est vraiment des petites touches, région par région, bassin par bassin, sur lequel vous essayez de transformer des paysans en agripreneurs ou avec des gens qui entreprennent dans l'agriculture de façon différente de ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Donc je disais qu'il y a des gens qui étaient déjà dans le secteur, mais il y a de nouveaux arrivants. C'est de là où je... Donc c'est ceux-là que vous pensez qui peuvent porter l'agriculture de demain en Afrique? Non, ça veut dire que maintenant, la question principale qui se pose maintenant, quelle façon d'investissement il faut mettre par rapport à cette nouvelle demande? C'est la grande question que les gens se posent. Donc le gouvernement, à travers les projets et programmes que nous avons, parce que l'État s'endette à travers les bailleurs comme le FIDA ou bien d'autres bailleurs de fonds, pour subventionner, parce qu'en fin de compte, tous ces programmes, c'est des programmes de subvention que l'État est en train de faire. Mais à côté de l'État, c'est là où le débat que vous avez soulevé tantôt, le partenariat public est très important. Parce que maintenant, il faut que les gens pensent, parce que mon collègue va peut-être y revenir, en plus de cette production de base, c'est-à-dire la production végétale, l'État s'est misé vers le cap vers l'industrialisation à travers la mise en place des agropoles. Or, les agropoles, c'est de nouveaux concepts qui créent des partenariats sur toutes les chaînes de valeur. On va en parler tout à l'heure. En créant des synergies depuis la production jusqu'à la transformation. Parce que l'État est conscient qu'il faut que la transformation tire la production. Oui, ça c'est indispensable. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, il y a de la production finalement. Mais alors on me dit, moi, que la production, des rendements sont quand même assez faibles. Et deuxièmement, la valeur ajoutée est faible parce qu'il n'y a pas de transformation. Donc il faut augmenter la valeur ajoutée. Donc comment on fait? C'est de là où je parlais. Ça veut dire que si l'État met en place ces agropoles, c'est juste pour tirer. Maintenant, pour le faire, comme je l'ai dit, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'une nouvelle donne est venue, c'est les agripreneurs. C'est des gens qui vont vers l'information. C'est des gens qui vont plus s'orienter vers des partenaires classiques. Ils vont vers les Chinois, ils vont vers les autres pays émergents pour essayer de tirer des innovations qui sont là-bas
pour essayer de s'imposer. Par exemple, actuellement, quand on voit l'état actuel des cours mondiaux sur le maïs, il y en a des partenaires, des jeunes Sénégalais qui sont venus au ministère, ils ont dit que par rapport à cette flambée de prix, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'ils sont en train de voir comment s'investir, mais en signant de gros projets. C'est-à-dire ce n'est plus des histoires d'exploitation familiale, mais c'est de gros projets que les gens sont en train de réfléchir. Maintenant, quel est l'investissement? Ils ont besoin des investisseurs ou bien des partenariats qui signent avec d'autres personnes ou bien avec d'autres pays. Ok, c'est dans le partenariat qu'on va trouver quelque chose. Moi, j'ai écouté le président Macky Sall l'autre jour, qui a dit qu'il allait mettre à disposition, je ne sais plus combien, 150 tracteurs ou équivalents. On a un problème de mécanisation de l'agriculture au Sénégal, ou est-ce que c'est du passé ou c'est que dans certaines régions? Non, ce problème de mécanisation, c'est une problématique qui est là. L'État a fait certes des efforts. Par exemple, quand je vous donne un exemple au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, toujours je donne cet exemple, il y a ce qu'on appelle des systèmes d'intensification de production agricole, les SIPA. Ce sont des fermes qui sont mises en place par le PRODAM. Parce que c'est par l'intermédiaire du PRODAM. Oui. Donc c'est par l'intermédiaire d'eux-mêmes que je suis convié à cette rencontre. Ils mettent en place des systèmes de fermes. Oui, alors moi j'ai appelé ça. Or, les trois goulots d'étranglement de l'agriculture au Sénégal, c'est souvent les financements, le foncier et la formation. Eux, ils ont pu régler tous ces problèmes-là. Mais toujours ça bloque. Pourquoi ça bloque? Parce que les gens se sont rendus compte que le coût de l'énergie est exorbitant. C'est des facteurs souvent que les gens ne font pas attention. Parce qu'eux, ils puisent l'eau au niveau des forages. Les factures d'électricité font presque 28 à 30% des charges de l'exploitation. Et aussi le fait que la mécanisation n'est pas faite du semis jusqu'à la récolte, c'est des facteurs de blocage qui font que même si les jeunes sont intéressés par ce système, il y a des blocages. Moi j'ai trouvé intéressant les trucs du PRODAC. Pas de PRODAM. Ah, c'est Programme agricole de développement de Matam. Moi j'ai cru que moi j'avais baptisé ça dans ma tête des kibbutz, sur lequel on avait à la fois des fermes écoles avec du matériel qui était donné. Je trouvais que c'était un bon concept et un concept qui était très bien pour SME. Je reviendrai vers vous. Je vais, puisque vous avez parlé des agropoles, donc je vais demander à tout seigneur, tout honneur de parler lui-même des agropoles. Gilles, bonjour. Avec votre partenaire Enabel belge, vous avez fait pas mal de choses. Alors, le micro doit marcher. Hein. L'épidémie, elle est finie? Elle est finie. Super. Elle est finie depuis que vous êtes dans le micro. Quand vous ne serez plus en face du micro, elle va continuer. Alors, merci. Alors, ça consiste en quoi, ces agropoles? Voilà, je remercie d'abord monsieur le conseiller technique. Il a eu l'amabilité de parler des agropoles avant moi, de donner la définition des agropoles. Alors, il faut parler plus près ou je vais vous donner un micro. Voilà. Parce que ça, on ne va pas vous entendre. Je suis genre très diesel, je commence très doucement et puis ça monte en volume. Ah. Voilà. Merci beaucoup. Saluer d'abord notre partenaire Enabel, qui est Claude, qui est dans l'assistance. Remercier le conseiller technique, monsieur le conseiller technique, saluer l'ensemble des participants à ce panel, et notamment mes co-débatteurs. Dire simplement que pour le projet Agropole, comme monsieur le conseiller technique a eu le dire, ça répondait à un besoin au niveau du Sénégal. Le constat d'abord primaire que l'on a fait, c'est qu'au niveau du Sénégal, il y a énormément de potentialités au niveau de l'agriculture. Mais le constat est que nous avons énormément de pertes post-récolte. Il n'y a pas suffisamment de transformation au niveau du Sénégal. Et il n'y a pas de lien direct entre l'agriculture et l'industrie par le biais de la transformation. Donc, on s'est dit que pour remédier à toutes ces causes-là, il fallait travailler notamment sur un projet d'agropole du Sénégal. Voilà, travailler sur un projet des agropoles du Sénégal. Peut-être le projet agropole, c'est en fait l'un des projets, je porte sur mes frères épaules beaucoup d'attentes.
Je dis généralement qu'on a, comme je l'ai dit tantôt, pour ambition de diminuer les pertes post-récolte au niveau du Sénégal. C'est également de travailler sur la substitution aux importations, parce que le Sénégal continue à importer beaucoup en matière de produits agroalimentaires. Je donne l'exemple généralement du lait, où en importation de produits laitiers et surtout de poudre de lait, on est à plus de 60 milliards par an, ce qui grève considérablement la balance commerciale. Et le projet Agropole a aussi pour ambition de réduire le déficit de la balance commerciale du pays. C'est de travailler un peu sur le redéploiement industriel au niveau du Sénégal, parce que le constat également a été fait que 98% des entreprises sénégalaises sont localisées entre Dakar et Thiès. Le reste du pays, c'est presque un désert industriel. Donc, le projet Agropole, par son maillage du territoire, a pour ambition d'être sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Et peut-être je devais commencer par là. Pour l'instant, nous avons pour ambition de travailler sur 5 agropoles au niveau du Sénégal, et c'est décliné en termes de zones. Nous avons l'agropole sud qui regroupe les 3 régions de la région naturelle de Casamance, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. L'agropole centre où nous travaillons avec nos partenaires belges qui regroupe 4 régions du Sénégal, l'agropole nord qui regroupe 3 régions, l'agropole est les 2 régions restantes et l'agropole ouest. Donc le maillage du territoire. Et on pense qu'à travers la déclinaison qu'on veut faire des agropoles en termes de structuration, c'est-à-dire avoir un module central qui est le cœur de l'agropole, avoir des plateformes, des modules régionaux qui sont localisés, qui sont au niveau intermédiaire entre le module central et les plateformes départementales, nous parviendrons à avoir un redéploiement de nos industries au niveau du Sénégal. Il y a aussi la dimension structurante des agropoles, parce que quand on parle d'installation d'unités industrielles, cela va sans dire qu'il faut travailler sur les aspects énergétiques, sur les aspects d'infrastructures pour mettre en relation les bassins de production, les plateformes industrielles, etc. Donc ça veut dire travailler sur la mise en place de routes. C'est également travailler à faire en sorte que la connectivité, l'assainissement soient présents au niveau de ces zones-là. C'est travailler également sur tous les aspects de sécurité alimentaire au niveau du pays. Et il y a la problématique centrale de l'emploi des jeunes. Quelqu'un l'a brossé lors du dernier panel. Comment faire pour assurer l'emploi des jeunes? Lutter contre l'exode rural, contre l'immigration clandestine, en faisant en sorte que ce qui déplace, comme disait Phil Nissar, ce qui amène les jeunes à Dakar, comment faire en sorte de ramener ces choses-là au niveau des différentes collectivités pour que les jeunes n'aient pas encore ce sentiment de ne pas avoir à faire, de ne pas trouver du travail, de trouver d'occupation au niveau de leur zone. Donc le projet Agropole se structure de cette façon-là. Sa vocation réelle, c'est de faire en sorte d'assurer la transformation de nos produits agroalimentaires, de réduire le déficit de la balance commerciale et de trouver de l'emploi aux femmes et aux jeunes. Et alors, pratiquement parlant, ça consiste exactement en quoi comme pour un entrepreneur qui vous contacterait, en fait, quel service lui offriez-vous? Voilà, quand on parle de mise en place de plateformes agro-industrielles, j'ai abordé quelques points, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des espaces. Déjà, là, il a dit dans sa problématique, dans son intervention, que les entreprises sénégalaises étaient confrontées à 3 types de problèmes. La tyrannie des 3 F, c'est-à-dire la formation, l'accès au foncier et le financement. Donc, c'est déjà la mise à disposition du foncier sécurisé par l'État du Sénégal. Et rappelez que dans le cadre de ces projets agropoles, l'État du Sénégal a choisi d'aller par une démarche partenariat public-privé. L'État se chargeant de mettre en place tout ce qui est infrastructure, les aménagements, la mise à disposition du foncier et l'aménagement pour que les sites soient des sites fonctionnels pour les agro-industriels qui vont venir s'installer. C'est-à-dire amener le courant, amener l'électricité, amener l'eau, amener la connectivité, etc., amener les routes. C'est également sécuriser les choses, faire en sorte aussi que dans l'amont de la production, parce que ça aussi c'est un aspect essentiel, c'est qu'on parle souvent des potentialités agricoles du Sénégal, mais quand il s'agit maintenant de passer à l'étape de la transformation, les agro-industriels ont des spécifications très précises en matière de quantité, mais également de qualité. Là aussi, l'État va intervenir. C'est aussi toute une série d'incitations fiscales, douanières, non douanières, que l'État va mettre en place pour attirer l'investissement privé au niveau du Sénégal, que ce soit l'investissement direct étranger ou l'investissement privé domestique. C'est également faire en sorte que dans la base de compétences, parce que ça aussi c'est une denrée peut-être rare, faire en sorte qu'il y ait toutes les compétences nécessaires pour la mise en œuvre de ces infrastructures agro-industrielles. C'est également travailler
pour les PME, PMI qui existent au niveau local, je ne parle pas des grandes entreprises qui vont venir, sur la mise à niveau, parce que ces entreprises, au-delà de l'accès au financement, rencontrent aussi quelques difficultés quant à leur mise à niveau en termes de process, d'accès au financement, etc. Très bien. Donc aujourd'hui, en opérationnel, en agropole opérationnel, il y en a combien? Pour le moment, on est à la phase de démarrage des agropoles. Aucune des agropoles n'est encore opérationnelle. On est juste à l'étape, l'agropole la plus avancée, c'est l'agropole sud. Nous sommes sur l'étape de passation de marché pour lancer les DAO, pour construire les infrastructures, etc. Et donc la première va naître quand, à votre avis? On commence les travaux en principe en octobre 2021. La durée des travaux, bon, c'est une approche aussi séquentielle. On se dit que dans les 6 premiers mois, on aura les infrastructures, on aura une agropole fonctionnelle pour permettre aux premières entreprises de s'installer. Okay. Maintenant, il y a aussi les partenaires belges qui ont décidé de lancer la partie qui les concerne sur l'agropole au mois de juin-juillet. Donc, donc fin 2022, ça sera fait. Oui, fin 2022. Je pense même que c'est aller trop loin. Si on se réfère simplement au chronogramme qui a été fait avec la partie belge, peut-être en mi-2022, on pourra avoir les premières entreprises au niveau de nos agropoles. Je finis le tour de table sénégalais en demandant à M. Dia de vous dire, parce que sur les projets agricoles, alors vous êtes, on l'a dit plusieurs fois, la région de Podor, qui est donc complètement au-dessus de Saint-Louis et qui est baignée dans l'eau et le fleuve Sénégal. Vos besoins, alors l'agropole, vous n'en avez pas chez vous, hein, je pense, vous n'en avez pas particulièrement chez vous. Vos besoins en termes agricoles ou ce que vous voulez développer en termes agricoles dans la région, c'est quoi? Il faut... Voilà. Je vous remercie. Comme j'ai eu à dire tout à l'heure, ce matin, Podor, par excellence, est une région agricole. Région agricole parce que je rappelle encore que les 140 000 hectares disponibles à Podor, c'est par rapport aux 240 000 hectares disponibles dans la vallée du fleuve Sénégal. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième, c'est que Podor donc est traversé par plusieurs cours d'eau. Aujourd'hui, on développe la riziculture, mais se développe à côté de la riziculture un certain nombre d'autres spéculations. Il y a la tomate qui se développe avec une usine de tomates qui est installée là, mais par contre qui est loin des autres zones comme Podor et Matam. Il y a lieu donc d'aller vers un équilibre territorial en mettant des unités de transformation. Vous avez beaucoup d'agriculteurs? Pardon? Vous avez beaucoup d'agriculteurs? Ah oui, mais pratiquement que les agriculteurs, c'est la majorité de la population dans le département de Podor. Aussi bien l'agriculture artisanale, je dirais les propriétés individuelles, qui pratiquent la culture de décrue, puisque nous sommes sur le fleuve Sénégal, qui font des cultures de décrue, de sorgho et autres, et aussi la riziculture avec la présence de la SAED, qui est la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta. Et ensuite, nous avons à peu près des coopératives, nous avons des GIE de femmes qui s'organisent pour faire de l'agriculture, des jeunes qui font de l'agriculture aussi, mais tout ça doit faire l'objet d'une certaine organisation, d'un certain suivi et d'un certain monitoring qui devrait permettre d'arriver à des résultats beaucoup plus probants. C'est une notion que vous n'avez pas évoquée les uns les autres, qui est la notion de coopérative. Il y a beaucoup de coopératives au Sénégal? Il faut expliquer d'abord cette notion de coopérative. Nous, notre loi d'orientation agro-silvopastorale, elle reconnaît plutôt les termes d'interprofession. Maintenant, nous sommes dans le cadre de l'OADA. L'OADA souhaite que maintenant tous les pays membres qui sont dans ce cadre, qu'on se migre vers des sociétés coopératives. Et là, c'est statuts et c'est vraiment toute l'organisation et la structuration qui doit se faire. Donc, pour moi, maintenant, il faut que
L'ancienne coopérative qui existait avant ici, au temps de l'ONCAD ou bien au début de l'indépendance, ce n'est pas du tout la même chose avec le terme de coopérative qui est un cadre harmonisé au niveau de l'OADA. Souvent, les gens font vraiment la différence. L'idée, c'était plutôt de dire que partout dans le monde, c'est souvent le regroupement d'agriculteurs qui crée la force. La organisation, mais nous sommes dans le cadre de l'OADA en termes de société coopérative. Maintenant, il y a la loi d'orientation agro-pastorale qui promeut aussi la mise en place des interprofessions dans toutes les filières données. Je suis peut-être d'accord sur le fait que des exigences légales et réglementaires, il y a un changement au niveau de l'OEDA, mais il n'y a pas encore un changement au niveau de la mentalité des populations qui habitent les zones. Pour elles, tout regroupement allant dans le sens de faire tel jeu, c'est une coopérative. Et moi-même qui ai vécu ça, et c'est depuis les indépendances, hein, que c'est coopérative que ça s'appelle, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ça s'appelle coopérative. Maintenant, raisonnons sur coopérative pour mieux asseoir ce qu'on veut faire. C'est un regroupement d'individus ayant les mêmes intérêts, et surtout, elles sont plus nombreuses dans le domaine de l'agriculture. Absolument, absolument, M. Dia. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la dynamique... Vous pouvez vous présenter? M. Babacar Ndiaye, je suis le directeur des infrastructures de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Alors, la dynamique même, c'est d'aller dans le sens des coopératives. L'interprofession n'exclut pas les coopératives, bien au contraire. L'interprofession ressemble des coopératives. Alors, au Sénégal, il faut dire que l'orientation du ministère de l'Agriculture, c'est au niveau de 3 axes. Le développement de la riziculture pour régler le problème d'autosuffisance en riz, le développement de l'horticulture, qui est une filière qui a vraiment disons, fait des pas énormes ces dernières années, et le développement des cultures céréalières. Moi, je suis là parce que notre agence se déploie dans le développement de l'horticulture pour l'insertion des jeunes. Si vous prenez l'ensemble du territoire sénégalais, il y a le bassin, la vallée du fleuve Sénégal, où il y a des structures, sociétés d'aménagement comme la SAET. Vous allez dans le bassin de l'Anambé, vous avez une société d'aménagement comme la Sodagri. Alors, le reste du territoire, c'est en zone continentale. Il n'y a pas de cours d'eau pérenne. L'ANIDA s'est fixé comme objectif de façon stratégique d'occuper cette partie du territoire qui n'est pas occupée par une structure qui fait de l'aménagement. Et aujourd'hui, notre credo, c'est de réaliser des fermes agricoles pour permettre l'insertion des jeunes. Et c'est une mission qui est assignée à l'ANIDA au niveau du ministère de l'Agriculture. Tout ce qui est emploi des jeunes, la structure réelle qui s'occupe, c'est l'ANIDA. Merci. Alors, peut-être après, je pourrais revenir, mais pour précision, les coopératives, c'est une dynamique. Vous avez vu la tournée du chef de l'État pendant l'hivernage. Et il faisait la promotion même des coopératives qui faisaient de l'arachide, etc. C'est aujourd'hui le talon d'Achille de notre système d'organisation. Il faut aller vers ça pour professionnaliser davantage les producteurs, pour les autonomiser davantage et pour pouvoir faire face au marché. Je voulais juste vous rappeler que en fait, vous ne le voyez pas, mais il y a 250 personnes, 248 il y a 10 minutes, qui nous regardent en digital et qui sont moins au courant de la politique sénégalaise que vous pouvez l'être. Donc, si vous voulez bien simplifier un tout petit peu le débat pour qu'ils puissent comprendre, je pense que ça sera bien. Et puis, faites pas trop de politique sénégalaise parce qu'eux, ils ne comprendront pas non plus parce qu'ils ne la suivent pas au quotidien. Sur la question des coopératives, je voudrais simplement dire que moi, j'ai une approche plutôt fonctionnelle de cela. La définition classique, c'est des gens qui ont décidé de coopérer et d'être ensemble. Donc, moi, je me dis qu'on a perdu énormément de temps dans ce pays, parce que moi, chaque fois qu'on parle de coopérative, j'ai tendance à me référer à la circulaire 32 de feu président Mamadou Dia, qui avait même prévu toutes les fonctionnalités dans la coopérative, que ce soit les fonctions de commerce, de crédit, de formation, etc. Et dans le projet Agropole, ce que nous avons en ligne de mire, c'est ce qu'on appelle la structuration des filières et des organisations paysannes. Comment arriver à faire en sorte d'arriver à une agriculture contractuelle? Parce que la problématique fondamentale qui se pose au niveau du pays, c'est que finalement, les producteurs
ils ne sont pas suffisamment organisés, à part quelques filières comme l'oignon, etc. Ils peuvent réguler les prix, etc. Sinon, ils sont à la merci de gens qu'on appelle bana-bana ici, d'intermédiaires qui viennent acheter la production parce que simplement, au moment des récoltes, les producteurs ont des besoins précis. Il y a des fêtes qui arrivent, ils doivent envoyer leurs enfants à l'école, etc. Ils n'ont pas accès directement au financement, ce qui fait qu'ils sont obligés de bazarder un peu leur production et de ne pas tirer profit de leur récolte réellement. Comment faire en sorte d'arriver à structurer, à les organiser, à développer une agriculture contractuelle entre ces organisations maintenant désormais structurées et les industriels, pour faire en sorte que par le truchement peut-être du système de récépissé des dépôts, du système de la contractualisation, du warrantage avec les institutions financières, parvenir à faire en sorte que ces entrepreneurs-là, ces agriculteurs, puissent tirer profit réellement de leur récolte et faire émerger le pays de manière globale. Deux objectifs, donc si je comprends bien, bien outre la formation, effectivement, dont on a parlé, c'est augmentation de la valeur ajoutée, puisque là, pour le coup, il faut augmenter les revenus, et donc ça va passer, alors ça passe par effectivement des opérations de structuration, ça j'ai bien compris, et je crois que vous avez bien travaillé là-dessus. La deuxième, c'est aussi par l'innovation, et donc c'est là que je fais intervenir deux nouvelles personnes, et il se reconnaît tout de suite, Bertrand, innovation, et là il a pris son... Alors je ne vais pas commencer par toi, Bertrand, mais je vais commencer par Joséphine Parr, qui elle est en ligne, à la régie. À la régie, est-ce qu'elle est là, la régie? Bon, alors on va pas commencer tout de suite par elle, parce que la régie s'est endormie. Alors, vous êtes juste après, parce qu'en fait, il faut que ce soit un débat, parce que sans ça, il faut que tout le monde puisse parler aussi. C'est bon, ça y est? Ah bah vas-y. Donc, Joséphine, bonjour. Alors, Joséphine devait être ici, mais pour des obligations familiales, elle a dû rester en Suisse. Et donc, Joséphine est présidente de l'association pour le vertical farming en Afrique. Bonjour Joséphine. Bonjour. Alors elle fait l'effort, parce qu'elle n'est pas tout à fait de langue française native, mais comme elle parle bien un certain nombre de langues, elle nous a fait l'effort de parler en français. Merci. Présentez-vous peut-être et est-ce que vous pouvez présenter l'association? D'accord, merci beaucoup Marc. Alors, honorable ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Joséphine Parr. Je suis la présidente de l'association EDF, une association africaine de l'agriculture verticale, intelligente et durable. Alors, ça veut dire quoi, association agriculture verticale pour vous? Ça veut dire, c'est vrai qu'on explique ça différemment à différentes personnes, mais pour nous, vertical, ça veut dire qu'une agriculture qui ne prend pas beaucoup d'espace, comment dire, horizontale, et puis on peut aller jusqu'à tout en haut, sans avoir beaucoup de place, en fait, horizontale. Ça veut dire que si quelqu'un a pas beaucoup de place chez lui, à la maison, dans son petit jardin, il peut construire autrement que, en fait, horizontal. À l'Afrique, étant donné qu'il y a beaucoup de terres arables et que, comme dit le président de la région de Podor, il a 142 000 hectares, si j'ai bien retenu, en quoi est-ce que l'agriculture verticale va pouvoir aider? Je pense qu'il ne faut pas non plus comprendre qu'on ne veut pas remplacer l'agriculture traditionnelle. Nous, avec le changement climatique aujourd'hui, il faut vraiment avoir beaucoup d'autres solutions, surtout quand on parle de sécurité alimentaire. Alors, donc, dans les pays trop chauds, il n'y a pas beaucoup d'eau. Dans les pays où il y a trop d'eau, il y a les inondations, il y a les typhoons, il y a tout ça. Il faut vraiment regarder que les gens, ils ont d'autres solutions que les solutions traditionnelles. Oui, donc ce qui veut dire que pour vous, quel va être l'avantage que va en tirer, quelle est la valeur ajoutée que va en tirer l'agriculteur? Ça dépend de où. Avec l'agriculture verticale, si on prend par exemple les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, alors l'agriculture verticale, ça veut dire qu'il prend 95%
de moins d'eau que l'agriculture traditionnelle. Et en termes de mise en place, vous avez mis ça en place déjà dans plusieurs pays ou est-ce que c'est encore au stade expérimental? En Afrique, nous, en fait, on a mis déjà dans plusieurs pays en Afrique. On a commencé par l'Afrique du Sud. C'est là où j'ai mis en fait mon association au début, il y a 2 ans. Et puis après, on est parti en Afrique de l'Est, en Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, au Ouganda, au Burundi. Pour nous, si je dois encore commencer, j'ai fondé en fait l'association avec la vision d'améliorer la sécurité alimentaire, de fournir une plateforme aussi pour l'autonomisation économique, en particulier pour les jeunes et les femmes africaines. Ça veut dire que le AAVF se concentre sur la formation de la jeunesse africaine, sur la technologie d'agriculture verticale pour atteindre cet objectif. Ça veut dire sécurité alimentaire. Aujourd'hui, l'agriculture est au cours de l'économie africaine et continue de jouer un rôle central de la croissance de l'Afrique. Nous sommes dans un moment tellement stratégique important pour l'agro-industriel en Afrique. Nous devons alors collaborer les uns avec les autres pour améliorer la productivité et nourrir la population. Alors, il ne s'agit pas de mettre en infrastructure, il s'agit de scolariser, il s'agit de donner des cours pour que les communautés, ils ont assez à manger. Et ça veut dire qu'il faut trouver les solutions tous ensemble. Ce n'est pas que de monter en fait une infrastructure hydroponie ou aquaponie ou autre. C'est vraiment, il faut pas oublier que l'Afrique compte aujourd'hui les chiffres les plus jeunes générations du monde. Ça veut dire d'ici 40 ans, ou moins, cette génération des jeunes, ils vont nourrir l'Afrique. Et ils ne vont pas nourrir seulement l'Afrique, ils vont nourrir le monde entier. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions pour ces jeunes-là, ces jeunes de demain de l'Afrique. Malheureusement, la majeure partie de ces jeunes, ou cette génération, elle est oubliée, laissée à la rue, sans travail, sans éducation, qui les pousse au bout, ils font des mesures illégales pour suivre ou pour survivre. Ces mesures-là qui sont illégales peuvent également être dangereuses pour d'autres entreprises qui sont en train d'être formées maintenant dans le continent. Ça veut dire que investir Joséphine, dans des centres... Joséphine, je vous disais, est-ce que vous pensez que des jeunes veulent être vont vouloir plus se former à l'agriculture verticale plutôt que d'exploiter ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant? Vous pensez qu'ils seront plus portés vers la novation que vers exploiter les champs tels que l'ont fait leurs parents ou leurs grands-parents? C'est ça que vous voulez dire? Non, comme nos jeunes aujourd'hui sont très concentrés sur tout ce qui fonctionne avec la technologie et l'innovation. L'agriculture en fait partie. OK? Les gens d'aujourd'hui sont curieux de l'agriculture. Cependant, ils ne veulent pas être agriculteurs, mais plutôt agripreneurs, comme le monsieur ministre qui a dit avant. Ils ne veulent pas être agriculteurs. Agripreneurs, c'est le mot aujourd'hui qu'on utilise. Alors, investir à ces jeunes-là aujourd'hui, ça ne sera pas une action déficitaire ni une perte de temps, mais une opportunité pour les jeunes de contribuer à l'économie de leur pays. Une fierté et une reconnaissance que chaque jeune Africain recherche pour s'épanouir. Alors, nous ne devons pas seulement regarder... on a un peu de retard. Merci Joséphine. Je suis désolé Joséphine, je dois vous couper. Mais il faut que je fasse parler un peu tout le monde. Donc, oui. je retiens 2 choses. C'est qu'effectivement, vous pensez que l'agriculture verticale peut être plus attirante vis-à-vis des jeunes
qui peuvent devenir des agripreneurs ou équivalents, mais qu'elles ne se substituent pas à l'agriculture traditionnelle, mais que ça peut être en fait un complément et plus productif et de meilleure qualité. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir exploiter. Autre innovation, oui. Merci Joséphine. Autre innovation qui est portée là par Bertrand Barré. Je trouve que c'était intéressant de se dire que finalement l'agriculture ou la transformation agricole, voilà, on n'est pas forcé de rester dans des carcans habituels, même si en l'occurrence il en faut aussi pour développer. Et alors Bertrand, toi tu développes un concept plus qu'autre chose qui a pour but d'apporter de la valeur ajoutée dans l'agriculture. Oui, merci. Merci à tous les intervenants. Donc Bertrand Barré, je dirige le groupe Zebra. Le groupe Zebra, c'est un cabinet de conseil en innovation et en marketing en France et qui travaille pour les plus grandes marques alimentaires internationales, basées en France en tout cas. J'en cite 2-3, Unilever, Candia, Yoplait, Bongrain, Blédina, ceux en Europe et en Amérique du Nord. Donc je travaille pour des marques depuis 30 ans. Des marques, le mot est important. Parce que le travail qui nous occupe, mes équipes et moi, depuis ces années-là, c'est de créer de la valeur. Et on crée plus de valeur avec des marques qu'avec des usines. Alors je vais un peu choquer. Je vais un peu choquer parce que c'est le projet complet qui est intéressant, je pense, pour l'Afrique. Pour réussir des grands projets et pour réussir à garder de la valeur dans un pays, il faut les marques. Premièrement, mais il y a 3 grandes étapes à faire pour réussir des grands projets tels que je les entends aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas donner des leçons, ce n'est pas le but, mais en tout cas, la méthode que nous, on utilise. Premièrement, il faut respecter la communauté avec laquelle on travaille. Il faut commencer les projets par connaître le terrain, par connaître les gens qui constituent le terrain, par connaître les agriculteurs qui, pour certains, veulent venir des agripreneurs, c'est ça. Pour certains, j'ai bien dit, d'autres qui veulent simplement rester chez eux, vivre en famille. D'autres qui se sont structurés en indépendants, d'autres en GIE. Il faut connaître exactement la structuration du milieu, ce qu'on a commencé à faire. Il faut connaître le sol, les capacités de production et les points forts. Parce que ça ne changera pas très vite. Ça, c'est du stable. Si on construit des projets contre ça, en général, on loupe la moitié des choses. Donc, bassin par bassin, les GIE peuvent se créer. On en a entendu pas mal parler aujourd'hui et moi, je veux m'en servir dans ce projet. Premier point. Deuxième point, pour réussir à créer de la valeur, il faut couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur. On parle beaucoup production, beaucoup, et forcément, tout l'Occident est venu voir si on pouvait produire plus. On parle un peu transformation, mais on a du mal à trouver des acteurs qui transforment. Mais on en parle un peu, et j'en ai rencontré quelques-uns que j'essaye maintenant d'agglomérer. Et on ne parle pas beaucoup commercialisation, distribution. Et l'argent, il est là. La chaîne de valeur, elle est croissante. La production, la transformation et la commercialisation. Donc le projet que je présente, il couvre ces 3 projets. Il couvre ces 3 univers. Utiliser les structures de production actuelles et organiser la collecte à travers les associations, à travers les collectifs ou à travers les GIE, les coopératives, etc. Trouver les quelques entrepreneurs qui savent transformer, et il y en a, et les assembler et les propulser vers des moyens plus importants, et surtout créer l'organe de commercialisation, qui est celui qui crée la valeur. J'y viens. Moi, j'appelle ça faire, savoir-faire et faire savoir. Faire, ceux qui produisent, savoir-faire, ceux qui transforment, faire savoir, ceux qui vendent. Il faut donc des projets collaboratifs, et c'est celui qu'on veut lancer à travers Neo Farming, autour d'un concept fort. Un concept fort qui est la création d'une marque alimentaire, et non pas la création d'une usine. Création d'une usine, c'est déjà dur. Oui, ben moi je vais aller plus loin. Il faut monter une marque. Et j'ai travaillé pour Panzani, j'ai travaillé pour Lustucru, je les cite. J'ai travaillé pour... Et j'ai combattu des Barilla ou des Soubry, pour nos amis des Nabel, belges. Et ce sont des marques de pâtes. Pourquoi ils gagnent de l'argent? Parce que ce sont des marques. Pas parce qu'ils savent faire des pâtes. Bien sûr, ils savent faire des pâtes, mais ce sont des marques. Et ici, on a des matériaux pour faire ça, parce que les pâtes, c'est le blé, et le blé, vous en importez. Alors, on s'est intéressé depuis 1 an à vos matériaux d'origine, que sont le niébé, que sont le fonio, le mil. Et quand on analyse ces produits-là, ils sont plus nutritifs, ils ont des meilleures qualités nutritives que le blé. Et le monde entier mange du blé. Alors, on s'est dit, et si nous, on faisait des pâtes ou des semoules
à base de ces produits-là. Sans gluten, naturellement, et plus nutritif, à condition d'être bien travaillé. Et puis on s'aperçoit que dans la diaspora, chez certains individus de diaspora, il y a des gens qui travaillent à transformer cette farine en pâte. Et des projets au Cameroun qui commencent à apparaître très sérieusement, qui sont encore des start-up. Donc nous, on les rassemble. Deuxième élément, on les rassemble pour utiliser leur découverte, leur technologie, pour le faire. Et ensuite, il manque ce que Groupe Zebra sait faire, j'espère, créer des marques. Créer des marques pour que ce travail de transformation aboutisse à la valeur ajoutée et que cette valeur ajoutée, elle soit ici, sénégalaise. Il faut donc une entreprise sénégalaise, sinon ça finit toujours au même endroit. Moi, j'appelle ça du champ au marché. Du champ au marché. Marché, supermarché. Ça, c'est la vraie sécurité alimentaire, c'est quand on va pouvoir tracer le petit producteur d'origine jusqu'à, évidemment, les frigos de nous, petits Français. Ça, c'est la vraie sécurité alimentaire. Donc, il faut créer des pâtes. Le projet qu'on a, c'est de créer des pâtes, des semoules, des biscuits, de la nutrition infantile. Tout ça sous un vrai projet de marque autour de la qualité nutritionnelle, du plaisir de l'enfant et autour de la cible de l'enfant. Et évidemment, tout ça, c'est un concept de marketing. Mais le marketing, il ne faut pas le négliger dans ces produits-là parce que c'est ce qui crée ce qu'on appelle, nous, la fierté, l'appartenance. Et vous parlez des jeunes qui ont envie de se mettre dans ces métiers-là, ou pas. C'est le sentiment de fierté qui fait la décision de se mettre dans des métiers comme celui-là ou pas. Et si vous travaillez pour des processus qui sont connus et vous travaillez pour des processus qui sont engageants, exportateurs, connus à l'étranger, eh ben vous avez un sentiment d'adhésion et d'appartenance plus fort. Donc moi, c'est ce que je propose dans ce projet Neo Farming Africa, c'est de créer des marques autour de ces faits, de ses capacités de faire et de ses capacités de savoir-faire. Il se trouve que, encore une fois, quand les scientifiques analysent vos produits, ils ont les valeurs nutritionnelles demandées. Il faut donc passer du stade de producteur au stade de commercialisateur. Et là, la diaspora peut revenir en jeu, parce qu'elle est implantée près des centres de décision de la distribution. Moi, je travaille pour des gens comme Carrefour, Système U. Ce sont des gens qui sont à l'écoute des nouveautés et qui cherchent. Il y a un deuxième, et j'en aurais fini, Marc, il y a un deuxième grand phénomène qui arrive maintenant en France grâce à des lois qui ont été promulguées, c'est que 20% d'ici 2030, 20% des surfaces alimentaires devront offrir du vrac, de la distribution en vrac. Fini les emballages, fini les millions et les millions de tonnes de plastique ou de carton, du vrac. Quoi de plus naturel pour un pays comme le vôtre que d'essayer de se mettre à ça? Pas besoin d'avoir d'usine d'emballage, pas besoin d'avoir de chaînes d'emballage, ou tout au moins de petits emballages comme ça. Ça, on jette des milliards de bouteilles, des milliards. Et bien dans le vrac, on va pouvoir distribuer des pâtes, de la semoule et beaucoup d'autres produits sans emballage. Un investissement de moins. Ça n'empêchera pas que le rôle des marques sera le même. Les gens ils vont choisir dans le vrac des choses qui parlent. Les choses qui parlent, c'est la qualité nutritionnelle. La qualité nutritionnelle, vous l'avez. Donc en fait, le circuit, et j'en ai fini, le circuit production, transformation et commercialisation, c'est ce qu'on veut proposer dans ce projet. J'en ai discuté avec beaucoup d'entre vous ces derniers jours et je continuerai demain. Il y a moyen véritablement de devenir un acteur J'aime bien puissant. Bertrand parce qu'il nous fait réfléchir out of the box finalement et où on essaye de réfléchir à autre chose que des problèmes terre à terre qui nous secouent notre quotidien mais qui ne disparaissent pas après lui malheureusement. Mais en tout cas ça nous fait rêver sur un certain nombre de choses et ça c'est bien. Vous en faites pas pour intervenir. Pierre, je pense que tu peux te préparer à faire la conclusion. Tu vois, il me semble que tu vas être désigné en tout cas pour ça, parce que notamment par rapport à les aspects financement, ça me paraît important. Parce que tout ça et pour tous les projets dont on parle, c'est vrai qu'il faut des financements. Et donc ça a été sous-tendu un peu partout, tout le temps pour cette journée. Mais voilà, c'est important. Je reviens 2 minutes sur les aspects agropôle, structuration, qui me semble être un problème important sur lequel on n'a peut-être pas tout à fait fait le tour. Puisque si on arrive, et je vais donner au maire adjoint Sandira la parole,
est-ce que vous pensez, vous, que c'est une vraie solution que des agropoles ou que structurer? C'est une obligation pour arriver à réussir à fédérer la communauté et à faire en sorte d'innover? Voilà, merci. Donc, je me présente, c'est Alioune, premier adjoint au maire de la commune de Sandiara. Vous présentez d'abord les excuses de monsieur le maire, qui devait être là aujourd'hui. C'est lui le ministre conseiller du président de la République en charge des questions agricoles et d'industrie. Malheureusement, il a accompagné donc, le président dans sa tournée à l'intérieur du pays. Plus largement par rapport donc, à l'agropole, je vais parler aussi un peu, si vous permettez, donc, de Sandiara, parce que nous avons voulu développer un concept qui répond aux besoins des investisseurs. Et comme aujourd'hui, il y a des investisseurs qui sont venus ici, je pense que c'est important vraiment d'en parler. Ça se comprend, le maire, c'était l'ancien, c'est un élément de Nestlé, qui a fait 25 ans de carrière à Nestlé. Son dernier poste, c'était le directeur général de Nestlé Afrique Recherche et Développement. Donc, il connaît parfaitement donc, les besoins des entreprises. Moi-même aussi, j'étais dans le tourisme. Je suis toujours conseiller technique du ministre du Tourisme. Mais surtout, avoir travaillé pour faire venir des investisseurs dans le tourisme. J'étais le directeur de Sapco Sali. Peut-être il y en a qui connaissent bien Sali ici. Pour dire tout simplement que le projet que nous avons développé, qui s'appelle Plan Sandiara émergent, qui n'est rien d'autre qu'une déclinaison du Plan Sénégal émergent, est une réponse aux besoins des investisseurs. Et c'est par rapport... c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire tout simplement que nous avons mis en place des projets pour qu'effectivement, quand les investisseurs viennent, ils puissent trouver tout de suite la solution. Alors, on en a parlé tout à l'heure, le plus important, c'est le foncier. Ça, il faut le dire. Nous, la chance que nous avons, c'est d'être une collectivité territoriale par rapport à l'acte 3 de la décentralisation qui nous permet tout de suite de pouvoir mettre à la disposition des investisseurs le foncier. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis en place cette zone industrielle de 100 hectares. C'est devenu une zone économique spéciale où effectivement il y a tous les avantages que vous avez. Vous ne payez aucune taxe, vous ne payez aucun impôt. La seule taxe que vous payez, c'est l'impôt sur les sociétés et qui est même réduite de 30 à 15%. Et tous les avantages, vous les avez à condition, bien entendu, d'exporter au minimum 50% ou de faire ce qu'on appelle l'import de substitution. Et si vous êtes investisseur, vous voulez faire une usine dans cette zone industrielle, vous venez maximum une semaine, vous avez votre... Cette zone est construite là aujourd'hui? Oui, oui, elle a démarré. Et justement... Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont implantées? Oui, et c'est pour ça que c'est important que je sois... parce que bon, je connais bien la France, j'ai fait mes études en France, mais j'ai un petit sentiment que la France est laissée derrière parce qu'aujourd'hui, il y a 10 entreprises qui ont démarré et il y a une soixantaine d'entreprises qui ont fait des demandes. Il n'y a qu'une seule entreprise française. Ça m'étonne. Donc, il y a les Marocains, les Indiens, voilà. Donc, il n'y a qu'une seule entreprise qui nous vient de Lyon, qui s'appelle OC10. Peut-être il y en a qui le connaissent ici. Véritablement, bon, je pense que la France doit faire des efforts pour qu'effectivement, ce soit le cas. Alors, je pense que pour l'agropole maintenant, pour en parler par rapport à l'agropole, je pense que ce ne sera pas le cas, que les investisseurs français seront présents, parce que c'est une agropole qui va démarrer très bientôt. Je pense qu'il y a le coordinateur qui en a parlé tout à l'heure, mais cette agropole, effectivement, de l'Ouest va démarrer très bientôt. Déjà, si vous êtes intéressé, tout de suite, on peut vous donner les terrains, parce que nous, on prend vraiment les devants, parce que c'est géré en intercommunalité avec 2 communes, et tout de suite, s'il y a des gens qui sont intéressés, 1160 hectares, où il y a une production, donc, il y a l'agriculture, bien entendu, sur champ et sous serre, mais aussi, donc, il y a la production de viande, la production de lait et la production d'œufs. Donc, si vous êtes intéressé, effectivement, donc, c'est une agropole qui va démarrer donc, dans les jours à venir, très, très bientôt. Okay. Et ensuite, en dehors de cette agropole que nous avons au niveau donc, de Sandiara, il y a d'autres petites agropoles, parce que nous avons un territoire de 200 km², donc c'est-à-dire 20 000 hectares que nous avons, et où nous développons de petites agropoles aussi. En dehors de, et je pense que ce qui est important pour cette agropole, c'est que il y a donc cet environnement, à savoir cette zone économique spéciale, mais aussi d'autres projets comme le port sec que nous sommes en train de développer au niveau de Sandiara. Bon, merci. Alors, moi ce que je note quand même, hein, je vais reprendre le micro, ce sera plus simple. Ce que je note, c'est qu'il y a quand même un appétit dans les régions qui est incroyable. Donc, je trouve que c'est bien de voir ça, hein, parce que finalement, dans chacune des régions, il y a des projets, ça booste. On a l'impression que vous avez pris les choses à bras-le-corps. Enfin, moi qui viens de l'extérieur et qui connaît beaucoup de pays d'Afrique, là, j'ai l'impression que vous avez vraiment fait des efforts plus qu'ailleurs.
été nommé meilleur maire du Sénégal le samedi passé. Ça, c'est de la politique. Bien joué. Ça, c'est de la politique. Vous vouliez dire quelque chose? Toutes les régions sénégalaises vont vouloir dire quelque chose, c'est sûr. Hein. L'agriculture familiale, je considère que c'est un niveau important qu'il faut prendre en charge, puisque elle mobilise l'ensemble des membres de la famille vers une construction économique qui répond aux besoins de la famille. Je crois que ce qui manque ici, c'est pas parce qu'il n'y a pas de motivation, mais c'est l'accompagnement pour structurer cette agriculture familiale qui est très importante parce que déjà les terres sont maîtrisées, etc. Par rapport à la marque, c'est là où je voulais terminer, puisque j'ai vu que c'est important d'être sur les marques. C'est pourquoi nous, à Ziguinchor, puisque nous sommes organisés en intercommunalité entre les départements de Bignona, Ziguinchor et Oussouye, nous sommes sur la marque territoire. C'est vrai, vous êtes sur la marque produit avec une vision commerciale. Nous sommes sur la marque territoire pour faire la promotion du territoire et marquer notre identité. Puisque à un moment, nous constatons que la Casamance est une marque de fait, puisque tous les produits de Casamance qui apparaissent sur d'autres territoires sont très prisés. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on peut amener un produit de la Guinée ou de la Guinée-Conakry et mettre produit de Casamance et ça marche. C'est la qualité qui pose problème et le goût, puisque c'est à ce niveau où on note des différences. C'est pourquoi nous avons jugé qu'il faut plutôt travailler sur la marque territoire et cela nous le faisons avec la coopération avec la région Grand Est en France. Voilà. Ça aussi, c'est un très bon marketing, hein, la Provence en France, la Casamance au Sénégal. Il y a effectivement des similitudes. Pierre Maspoli, bonjour. Bonjour. Alors, chez Proparco, vous avez financé, vous avez eu des projets, vous avez fait des projets, vous êtes en train de faire des projets dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Est-ce que c'est une filière, puisque l'idée c'est quand même un peu de se dire on peut bien avoir toutes les bonnes idées du monde, si on n'a pas le financement des idées, on ne va pas aller bien loin. Est-ce que c'est une filière qui vous préoccupe chez Proparco et est-ce que c'est une priorité ici? Oui. C'est clair, c'est net. Merci Pierre. Très bientôt. Non, c'était une petite boutade, mais effectivement, c'est une filière qui est prioritaire pour nous. L'agriculture, c'est au cœur de nos préoccupations pour de nombreuses raisons. Ouais, merci. C'est au cœur de nos préoccupations pour de nombreuses raisons. Sécurité alimentaire, autonomie, création d'emplois, ancrage des populations dans leur région d'origine, valorisation de produits locaux de meilleure qualité que les produits importés. Donc oui, c'est très très important pour nous. Bon, il y a énormément de choses qui ont été dites par tous les participants et les intervenants que je voudrais remercier vivement. C'était très très riche. On a évoqué de nombreux sujets d'importance. Donc pour finir sur les financements, effectivement, donc nous Proparco, on souhaite promouvoir ce secteur en Afrique. On l'a toujours fait et on va continuer de le faire. C'est vraiment un secteur clé. D'autant plus que quand on parle agriculture ou agribusiness, c'est quelque chose finalement qui est assez large. Parce qu'on parle de l'agriculture familiale, on peut accompagner côté groupe AFD, on travaille avec la SAED par exemple, donc, depuis toujours. Donc on peut accompagner le secteur agricole dans les régions avec l'État, on peut accompagner les petites exploitations familiales, on peut accompagner les grandes exploitations qu'on voit dans la vallée du fleuve. Nous, on est en discussion avec un certain nombre de ces grands groupes pour des financements au niveau des holdings qui peuvent irriguer après les entreprises, notamment celles qui sont au Sénégal dans la vallée du fleuve. On peut financer de l'innovation, du numérique autour de l'agriculture. On finance des PME qui s'activent dans la transformation.
On peut aussi, tout à l'heure, on parlait du coût de l'énergie, qui est sûrement un frein au développement de l'agriculture, ou en tout cas qui vient pénaliser la compétitivité des entreprises sénégalaises, que ce soit dans l'agriculture ou dans la transformation. Là aussi, nous, c'est des sujets qui nous intéressent. On peut financer des pompes solaires, des énergies renouvelables pour venir substituer un raccordement à la Sénélec. T'en finances des Donc, choses, c'est incroyable. En fait, c'est une porte d'entrée qui permet vraiment qui nous permet de stimuler énormément de sujets et porter des problématiques qui nous tiennent à cœur. Et en ce moment, tu as des projets lourds ou importants ou des choses qui te préoccupent plus particulièrement dans les projets que tu as en cours de financement, enfin à moins que tu puisses pas en parler. Je pourrais pas forcément tous les citer. Alors après, on l'a bien expliqué tout à l'heure, mais c'est l'occasion de revenir dessus. C'est cette approche partenariale en intermédiation. Donc nous, je pense que la majorité de ce que l'on fait au niveau de l'agriculture, ça se passe dans les régions, et c'est des projets qui sont soit financés par des banques partenaires et que nous on vient accompagner avec des garanties, soit des programmes qui sont mis en place avec l'État du Sénégal et qui visent à stimuler l'auto-entrepreneuriat, mais finalement l'auto-entrepreneuriat dans les régions, on revient beaucoup sur l'agriculture. Par contre, il y a nos fonds d'investissement aussi qui ont investi dans un certain nombre d'entreprises qui sont dans la transformation agricole. Je pense spontanément à Lisa Info qui fait des arachides et qui arrive justement à créer, qui transforme des arachides et qui vient créer et qui les commercialise d'ailleurs également à l'étranger, qui exporte et qui vient donc chercher de la valeur ajoutée là où elle est. Après, nous, en direct, Proparco, aujourd'hui, on est plutôt sur des grands groupes agro-industriels. Il y a Patisen qu'on a accompagné il y a quelques années, qui est un acteur incontournable. On est en discussion avec d'autres grands groupes dont je tairai le nom, mais qui sont à peu près... Ton idée, c'est de générer d'autres grands groupes, très grands groupes au Sénégal, parce que la transformation industrielle est quand même relativement faible au Sénégal par rapport au potentiel agricole. En fait, je voudrais rebondir sur ce qui a été évoqué de manière très pertinente. En fait, c'est un peu l'idée des agropoles et c'est l'idée de cette approche filière. En fait, c'est quoi la stratégie de l'État du Sénégal? Et c'est une stratégie, moi, qui m'a complètement convaincu. C'est de dire dans chaque filière, on va identifier des champions, c'est comme ça qu'on les appelle, des locomotives, on appelle ça comme on veut, et on va voir comment on peut, autour de cette locomotive, bâtir un écosystème sur la filière, en amont, en aval, qui va embarquer un certain nombre d'entreprises de taille beaucoup plus modeste. Donc nous, en direct, oui, on a envie d'accompagner ces locomotives pour que ces locomotives puissent après embarquer le reste de la filière. Tu veux lancer des trains, quoi. Oui. Tout à fait. Faire attention, parce que le TER, bon. Merci Pierre. On va reprendre quelques questions. Merci. En fait, c'est une contribution que je voudrais faire. Je m'appelle Sambo Koli, je suis le directeur des investissements de WAC Advisor, qui est une banque d'affaires. Et je voulais, vu qu'on parle de financement, donc informer l'audience que nous sommes en train de mettre un fonds thématique dédié à l'agriculture qui sera capitalisé à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Et avec des tickets d'investissement qui vont de 500 millions de francs CFA à 3 milliards de francs CFA. Et donc nous allons faire donc de l'equity dans le fonds propre, quasi-equity, puis dans la dette également. Et ce que je trouve en fait innovant dans l'approche que nous proposons, c'est étant une banque d'affaires, nous sommes déjà relativement très proches du conseil des entreprises, c'est notre corps de métier. Et donc, au-delà du financement, nous accompagnons donc ces entreprises en participant naturellement de manière active dans le conseil d'administration des entreprises dans lesquelles nous allons investir. Et de dire également que nous mettons en parallèle un fonds d'assistance technique qui permettra donc de moderniser en fait la chaîne de valeur, parce que nous avons une approche donc de chaîne de valeur. Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire utiliser la science technique pour réduire le risque d'échec, autant pour les entreprises, pour les entrepreneurs, mais également pour les petits producteurs. On a beaucoup parlé de contract farming. Je pense que c'est important également comme solution éventuellement donc, pour contourner donc, l'accès au foncier. Merci. Merci, ça bouge. Donc, je reviendrai vers toi après. Qui m'a demandé la parole? Là. Hop. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci, c'est Babacar Ndiaye. Je suis le responsable de la planification du conseil départemental de Fatick. Et j'en profite pour présenter également les excuses du président qui souhaitait être là. Peut-être je vais interpeller notre coordinateur des agropoles pour savoir exactement qu'est-ce qui est prévu au niveau du département de Fatick par rapport à la vallée morte du Sine. Je fais une petite présentation de cette vallée morte parce que c'est une vallée qui traverse le département de Fatick sur une distance de 20 et quelques kilomètres. Donc c'est une superficie de plus de 6000 hectares. Peut-être c'est la seule partie de la région de Fatick ou bien du département de Fatick où vous avez vraiment de l'eau douce en bonne qualité. Parce que malheureusement, nous avons eu un espace qui est principalement salé. Donc, ce qui fait que au niveau de la partie de la vallée morte du Sine, donc ça traverse 5 collectivités territoriales du département de Fatick et vous avez une superficie de 6000 hectares. Nous avions commandité il y a 2 ans ou 3 ans de cela une étude au niveau pour la caractérisation de la vallée. Et il a été retenu dans l'étude qu'on devait réaliser pour pouvoir conserver la qualité au niveau de la vallée pour que le sel n'attaque pas, ne fasse pas une emprise au niveau de la vallée. Voilà, exactement. Donc, il fallait réaliser au moins pas moins de 13 digues anti-sel. Donc, et il fallait également aménager, réaliser d'autres investissements structurants. Donc, quand on a fait l'évaluation, c'était pas moins de 11 milliards à réaliser en termes d'investissements structurants au niveau de la vallée pour pouvoir permettre aux producteurs qui sont au niveau de la vallée de pouvoir continuer leurs activités. Merci beaucoup. Bon, je profite de l'occasion pour également inviter des partenaires qui pourraient être intéressés par la mise en place de la raffinerie de sel au niveau du département de Fatick, parce que nous avons une vingtaine de sites de production de sel et en 2017, nous avons eu une séance d'échange avec Patisen qui, Patisen seulement, avait besoin de 120 tonnes de sel par jour. 120 tonnes de sel par jour à l'époque. Donc, voilà. Donc, j'invite les autres. Bonjour à toute l'assistance. Je m'appelle Madame Binta Anne. Je suis la présidente du réseau des SIPA, dont le représentant du ministre de l'Agriculture en parlait tout à l'heure. Les SIPA, c'est des sociétés d'intensification de la production agricole qui ont été mises en place par l'État du Sénégal pour lutter contre le chômage et l'immigration clandestine des jeunes. Les SIPA sont des sites de production qui sont constitués par 45 entreprises rurales agricoles. Et ils sont constitués de plus de 6 000 membres, dont 50% jeunes, 50% femmes. Nous avons 1650 hectares de superficie irriguée en pivot ou goutte à goutte. Donc, c'est des sites de production agricole où on produit beaucoup de spéculation. On peut même produire pour l'exportation. Là où je vous parle, nous avons des contrats en Rangers en France, des contrats de production de gombo. Seulement, comme l'a dit tout à l'heure, le représentant du ministre, il y a beaucoup de manquements. C'est pour cela que nous sommes présents là pour inviter les investisseurs pour qu'ils viennent dans la région de Matam, puisque les SIPA sont dans la région de Matam, au Fouta.
je vais dire au Fouta, dans 3 départements. Le département de Matam, le département de Kanel et le département de Podor qui se trouve dans la région de Saint-Louis, dont le président du conseil départemental est là. Bon, c'est des sites qui regroupent des jeunes hommes et femmes qui sont constitués, qui constituent et la main-d'œuvre et les associés des sociétés, parce que nous sommes en SARL. Presque la plus grande partie des CIPA sont constitués en SARL, en société à responsabilité limitée. Donc, nos principaux problèmes actuellement se résument à ce que le représentant du ministre disait tout à l'heure, la cherté de l'électricité. Lui, il parlait de 20%, mais moi, je veux dire que c'est plus de 80% des charges de production. Donc, vous êtes invités, vous les investisseurs, pour la mise en place des centrales solaires, pour des unités de stockage et des unités de transformation. Je vais profiter par là pour interpeller le représentant des agropoles pour lui dire que l'agropole Nord est une nécessité pour la région de Matam. Je vous remercie. Merci. On va déjà laisser le représentant des agropoles qui a été bien sollicité parler, puis ensuite je ferai la conclusion. C'est pour lui. Ah bah alors si c'est pour lui, vas-y alors. Oui, bonsoir à tous. Nabil Abid, responsable d'une entreprise qui s'appelle ABN, spécialisée dans le froid industriel et le traitement d'air, et présent sur l'Afrique du Nord, sur les 3 pays de l'Afrique du Nord. Donc l'idée d'Agropole est absolument extraordinaire, mais comme on a parlé des problématiques d'énergie qui coûtent très très cher, est-ce que vous avez imaginé une seule production pour avoir ce qu'on appelle un réseau de chaleur, ou un réseau de froid, ou un réseau d'eau traitée, ou un réseau qui va alimenter tous ceux qui vont en avoir besoin dans l'agropole? Parce que je peux vous dire par expérience qu'on peut avoir des prix qui peuvent aller de 1 à 100 selon que si l'installation est bien conçue pour du collectif ou si chacun va accrocher son climatiseur de fenêtre dans son bureau. Voilà, sollicité. Hein. Alors, Philo. J'y vais. Bon, j'en laisserai quelques-unes quand même aux autres. Mais c'est simplement dire d'abord aux représentants à l'adjoint au maire de Fatick, M. Babacar Ndiaye, que dans le cadre des études de faisabilité que nous avons eu à faire, ces problématiques ont été ressorties, notamment de la pénétration du sel. Et ce n'est pas simplement dans la région de Fatick, c'est l'ensemble presque de la zone centre du Sénégal qui est concernée par cette problématique. Peut-être l'assurance qu'on peut donner, c'est que dans le cadre de la formulation et de la structuration de ce projet, ce type d'infrastructures sont prises en compte. Parce que, comme je disais tantôt, il y a non seulement l'aspect transformation, mais on est sûr que sans une production de qualité et une augmentation de cette production-là, on ne peut pas arriver à satisfaire la demande des agro-industriels qui sont sur place. Je peux donner l'exemple, par exemple, ne serait-ce que pour la filière arachide, quand on a fait le lab dans le cadre de l'atelier de structuration, les besoins des agro-industriels sur place étaient de 900 000 tonnes. On sait que la production sénégalaise actuellement est évaluée à 1 300 000 tonnes. Mais ils ont des besoins pour la production de 900 000 tonnes. Ça veut dire augmenter la production, non seulement sur les superficies qui sont enclavées, mais également sur l'intensification de la production, travailler sur l'amélioration des variétés génétiques, notamment avec l'ISRA par le biais d'une convention. Donc, dans le cadre de la structuration du projet et de la formulation, en relation avec les partenaires techniques et financiers, mais également les autres programmes de l'État du Sénégal, ce sont des digues qui seront prévus et mis en place pour freiner l'avancée du sel, mais aussi pouvoir faire de la récupération sur certaines parties qui sont déjà infestées par le sel. Par rapport à Mme Binta Anne sur la nécessité d'une agropole au niveau de la zone nord et éventuellement de Matam, comme je disais, c'est l'ensemble des 3 régions de la zone nord qui est prise en compte, et nous avons tenu des études dans ce cadre-là, et nous allons très prochainement, c'est prévu de lancer les études de faisabilité de l'agropole nord au mois de juin prochain, et attendez-nous à nous voir, et dans le cadre d'une collaboration bien sûr avec les CIPA et Prodam, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme Agropole. Maintenant, par rapport à la question de M. Nabil sur le réseau de production, malheureusement, on ne nous a pas donné l'opportunité de faire la présentation, mais sur l'ensemble des chaînes de valeur, on a identifié les opportunités d'investissement. Et la problématique des facteurs du coût des facteurs de production est une problématique majeure qui a été ressortie par l'ensemble des intervenants.
Quelqu'un disait qu'il fallait connaître le milieu, connaître les besoins, connaître vraiment les problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises. Et cette problématique du coût de l'énergie est une problématique centrale. Non seulement nous allons travailler à avoir des agropoles qui sont des agropoles vertes par la transformation des déchets biologiques qui seront produits dans le cadre de ces agropoles, mais faire en sorte, d'autant plus qu'il y a une libéralisation maintenant de la production d'énergie. C'est une nouveauté au niveau du Sénégal. On peut, au niveau des agropoles, produire de l'énergie et vendre aux agro-industriels. Ça se fera dans le cadre d'appels d'offres que nous ferons avec des structures comme les vôtres pour pouvoir alimenter ces producteurs. Nous sommes conscients que, et d'ailleurs c'est cette volonté de mutualisation qui a conduit un peu à la mise en place des agropoles, parce que pris séparément, les entreprises, peut-être, c'est des coûts qui sont trop élevés et c'est pas de l'efficacité et de l'efficience énergétique. Nous en sommes conscients et peut-être nous aurons l'occasion de collaborer dans le cadre de la mise en œuvre des agropoles. Merci. Merci à vous tous. Alors, pour apporter la conclusion à notre journée, je voulais vous dire qu'en fait, on a fait un appel à projet. Alors, je vais remonter sur la scène par derrière maintenant. Dans le cadre de notre opération, en fait, le but était d'identifier une trentaine de projets innovants. Enfin, on a eu 34. Et le but était de faire un appel à projet avec un lauréat qu'on va pousser dans le cadre de l'opération Néo Farming que l'on organise. On a fait avec Bertrand un jury qui a eu lieu tout à l'heure, avec Pierre aussi d'ailleurs. Bon, il est arrivé un peu en retard, mais il avait bien visionné les choses. Et donc on avait 7 personnes qu'on avait présélectionnées, qu'on a visionnées, avec des projets plutôt de jeunes. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas un qui avait plus de 35 ans, il me semble, dans l'histoire, et qui avait des projets très divers, hein, parce que de beaucoup de pays d'Afrique. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y avait beaucoup de Togolais cette année, donc, mais c'est comme ça, en tout cas dans ceux qui ont été sélectionnés. Il y avait des projets sénégalais, il y avait des projets algériens, il y avait des projets tunisiens, de Madagascar, dans la gestion du poivre, et français, oui, effectivement. Et donc, il y a un lauréat. Et donc, je suis ravi qu'on puisse... je vais laisser Bertrand l'annoncer, d'ailleurs, ça sera plus simple. Non, toi, parce que je n'ai pas le nom précis. Du projet, si. Le nom précis de l'entreprise, c'est NSCPA. Voilà, ça c'est le nom. Et j'avoue très honnêtement que le nom de la personne, je ne l'ai pas avec moi, mais je pourrais vous le donner tout à l'heure. Donc, vous pouvez applaudir le lauréat qui s'appelle NSCPA. Alors, NSCPA est au Togo et en fait il fait de la transformation du manioc en amidon. Alors, je sais qu'il nous écoute, c'était difficile de le mettre en ligne. Où est le réalisateur? Voilà. Donc, nous te remettons, mon cher ami, et nous allons essayer d'aider véritablement l'entreprise que vous avez montée pour faire en sorte de la dupliquer. Il y a peut-être des choses à faire ici, d'ailleurs, à propos du manioc, dans la transformation du manioc en amidon, ou des rejets du manioc en amidon, puisque je crois que c'est un petit peu ça. Et en tout cas, tout le monde a estimé dans le jury que c'était quelque chose de porteur, y compris toi, Pierre, d'ailleurs. Ouais, qui avait voté pour. Donc voilà, je crois que ça a été d'ailleurs assez unanime, parce que je crois qu'il y avait sur 7 voix, je crois qu'il y avait 6 voix pour, donc de toute façon là pour le coup, c'était parfait. Eh bien, nous on va essayer, et on va continuer à essayer d'aider des entreprises comme ça. Si vous avez des projets que vous avez identifiés, des agripreneurs, j'ai bien noté, qui veulent postuler pour la prochaine fois. La prochaine fois, c'est le 5 octobre qu'aura lieu le concours, et on sera ravis effectivement qu'ils puissent nous envoyer des dossiers et pourquoi pas d'aller primer une entreprise sénégalaise. La dernière fois, elle a été camerounaise, je crois, de mémoire, celle qui avait gagné. Et donc voilà, je suis sûr que le Sénégal doit pouvoir remporter avec autant d'agripreneurs le concours de Néo Farming. Voilà, merci à vous tous. C'est la clôture aussi de cette journée. Merci à mes équipes qui étaient derrière les manettes, les écrans, et qui étaient ici et qui se sont bien donnés. Peut-être, je sais pas, il y a quelqu'un qui va apporter... François, tu veux apporter un mot de conclusion ou...
Toi, tu es bien calme. C'est bien. Merci à tous les Juste intervenants. rajouter un mot. Le lauréat d'aujourd'hui a quand même mis en réseau 3750 producteurs. Ah oui, ça c'est un truc de dingue. Et donc ça, c'est il a une mis des en raisons réseau, pour lesquelles il a- on parlait des coopératives, le gars il a mis en réseau 3750 producteurs de manioc. Waouh. Chapeau bas. Voilà, merci à vous tous et ravi que vous ayez pu assister à cette session.